Bienvenue dans Trouver sa voie, le podcast dédié à ceux qui cherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Mas et tous les 15 jours, je vous propose des tutos et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Bonjour à toutes, à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Trouver sa voie. Aujourd'hui, au micro, nous avons Mathieu Perrault, devenu skipper pro en à peu près 4 ans. Il était architecte. Après une mini transat, il a décidé d'embrasser la carrière de skipper pro pour viser des courses au large et il prépare actuellement sa première route du Rhum. Et comme l'épisode est assez long, je crois que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, à part vous dire que c'est un témoignage, je trouve, très intéressant. On a beaucoup de parallèles à faire entre la reconversion professionnelle, la recherche de travail et les projets que Mathieu a menés pour devenir skipper pro. Alors sans plus attendre, je lui laisse la parole et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mathieu. Bonjour. Merci de prendre le temps de parler de ta reconversion, oui et non, mais de ton parcours pro dans la voile à partir de ton boulot d'architecte. Ouais, je pense qu'on peut dire reconversion. Reconversion carrément. J'envisage ça comme un autre boulot à part entière. Ok. On va peut-être juste rappeler le fait que t'es déjà passé au micro d'un autre podcast et que c'était super intéressant, le podcast Mon job et ma passion. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est déjà hyper riche. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir raconter de plus parce que tu parles de comment tu t'y es mis en fait, comment t'as démarré. Tu parles beaucoup des bateaux, des circuits, du sponsoring, de la réalité des courses. Et donc c'est hyper intéressant. Dans cet épisode, je te propose qu'on essaie d'être focus sur le côté de transition pro. Tu vois, ce côté métier, vie pro, comment on fait ses choix professionnels, et qu'on laisse un petit peu plus de côté la partie course, voile, gestion de projet que t'as déjà bien défriché au micro de ma passion et mon job. Ouais, mon job, ma passion, en somme de joie vert. Yes, ça te va? Super, très bien. Top. Par où démarrer? Moi, je te demanderais bien de raconter à nos auditeurs qu'est-ce que tu faisais avant. Et puis, comment t'as mûri ta réflexion? Alors avant, j'étais architecte, et ce qui était déjà un boulot passion. J'étais clairement passionné d'architecture. Je me suis régalé dans les études, assez longues et assez prenantes, et j'étais à fond dedans, tout le temps à l'école. J'en ai vraiment beaucoup travaillé pendant les études. Fait des stages où on bossait jusqu'à 3h du mat', et bosser un peu trop, peut-être même, c'est peut-être un peu trop, ça finit par un peu me peser. Et attends, et comment t'avais décidé de faire ces études d'architecture et de te lancer là-dedans au début? J'ai toujours aimé créer des choses. Concevoir un truc et le fabriquer, ça a toujours été une passion. J'ai toujours passé ma vie dans l'atelier à la maison, etc., à fabriquer des petits objets, à réparer des trucs, etc. Du coup, je m'orientais un peu plus, je pense, vers de l'ingénierie. Et ensuite, j'ai rencontré la chimie et la physique en 4e, je crois, et on s'est pas trop entendu. Donc je suis allé vers une filière un peu plus, ce qui est pour moi au final généraliste, économique et social. Et je me suis beaucoup aussi passionné justement d'économie, de sociaux, de philo, de choses. Je pense, j'ai un profil beaucoup plus artistique fondamentalement que scientifique. Ok. Et donc, je trouve que j'ai assez vite trouvé que l'archi était un bon entre-deux, entre de la conception relativement artistique, mais en même temps technique. Et puis j'ai encore une fois parlé de quelques personnes qui le faisaient et qui m'ont convaincu que les études étaient passionnantes et le boulot aussi. Donc c'est comme ça que tu deviens archi. Donc ouais. Et ça c'est en seconde. Ok, en seconde tu décides. Ouais. Ma 2e seconde. Je redouble ma seconde. Ok. Et parce que avec du recul, j'ai vraiment une sorte de déclic, quoi.
La deuxième seconde, je me dis ok, je vais faire archi, donc il y a une vraie target quoi. Ouais. Et donc je bosse et je fais une deuxième seconde moyenne, plus que moyenne mais ça passe, une première pas trop mal et une bonne terme, voire une très bonne terme. Tu vois. Ok, donc là tu savais déjà pourquoi tu faisais ça. Ouais voilà. Yes. Et du coup tout passe vraiment mieux. Et après dans les études, j'ai toujours eu de très bons résultats. Ouais, t'étais bien quoi. Ouais, après une fois que t'es lancé dans des études qui te plaisent en général. T'as pas trop besoin de forcer pour ouais, c'est clair. pour que ça se passe bien. Après, j'imagine qu'il y a autant de façons d'être architecte qu'il y a de clients ou de projets ou de personnes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans, toi, et par quoi t'as démarré? Beaucoup de facettes de l'architecture m'ont passionné. Dans le sens où je me suis découvert un peu une passion pour la ville en grandissant dans les études, en continuant. Et j'ai rencontré des profs et des élèves, etc., qui m'ont un peu poussé vers l'urbanisme. Et l'urbanisme, pour moi, c'est vraiment un truc plus que passionnant. C'est comment on vit ensemble dans la ville, physiquement, quoi. Et c'est un temps super long, c'est beaucoup d'études. Il y a tous les domaines là-dedans, de la philo, de comment vivre ensemble, ce trottoir il est mal fait parce que les gens le franchissent mal quoi. C'est vraiment super complet. Tu dois même avoir de la sociologie derrière. À fond, ouais. Donc ce domaine-là m'a vraiment passionné. Et à la fois le week-end on allait quand même dans l'école d'archi de Versailles fabriquer des meubles en béton quoi. Donc il y avait un peu le grand écart entre la toute petite échelle architecture d'intérieur voire même design de mobilier et l'urba. Okay. Et donc dans mes études je me suis jamais privé de faire les deux puisqu'on te demande pas de faire des choix en fait tant que t'étudies. Et après, par contre, au début de la vie pro, là, t'es un petit peu obligé de... Ouais, parce que j'imagine que c'est des projets qui ont rien à voir entre projet d'urbanisme long, coûteux et un peu administratif et tout. Ouais, surtout le temps long. Pour moi, la contrainte, c'est ça. Un projet d'urba, il faut passer 10 ans dans une boîte avant de voir un truc émerger, quoi. Donc attends, t'avais quoi comme choix en sortant d'études? Tu finis tes études d'archi, ça se passe comment concrètement? Qu'est-ce qui détermine, tu vois, le début de ta carrière d'archi quand tu finis ce genre d'études? Le boulot que tu vas accepter. C'est comme partout, quoi, au final. Ouais. Après, j'ai eu la chance de faire une bonne école. L'école de Versailles qui est quand même assez bien réputée, même si je pense que c'est plutôt la façon dont tu vas dedans. Il y a forcément un peu réseauté, etc. pour trouver du boulot. Et il se trouve qu'en sortant de l'école, on me propose du boulot. Ok. Via un ancien de l'école avec qui je m'entendais super bien. Qui me dit tiens si tu veux on a une petite mission là, c'était de l'intérieur un peu luxe. Si je comprends bien, t'as l'urba plus public, plus de gros projets, et l'intérieur plus privé, plus ouais, avec des entre-deux en sortant de l'école, j'étais quand même un peu convaincu que l'urba grande échelle c'était compliqué. Ok. Parce que j'avais déjà en tête d'être à mon compte un jour. Je me voyais pas du tout bosser toute ma vie dans une agence. Et or, j'ai bien vu que c'est des projets qui sont très longs, très politiques. Long avant d'accéder à la commande publique. Ouais. Je vois bien les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, les gars, ils consacrent une grande partie de leur vie, perso également, à être toujours dans les bons meetings, à anticiper les changements de bord politiques d'une certaine commune, voilà. Donc là, et là, pour le coup, ça c'est vraiment pas un domaine qui me passionne. Enfin, dans ce que tu dis, j'entends que t'avais une appétence aussi pour des projets un peu concrets, avec des timings à l'échelle humaine, quoi. Oui, j'aime bien voir les choses se faire, c'est clair. Ouais. Après, typiquement cette agence dans laquelle j'ai bossé à Paris, aujourd'hui ils sortent des projets, ils ont redessiné un quartier parisien, quoi. Ok. Et là le projet il est en construction. Ils ont donc pensé le quartier, quand j'y étais, c'était déjà lancé depuis plusieurs années. Et là ils sortent les trucs jusqu'à dessiner les pavés. Ils ont fait des sélections de pavés parisiens anciens à récupérer pour dessiner le sol, si tu veux. Ok. Et en même temps, c'est un quartier Porte de la Chapelle qui est colossal. Enfin. Ok, ouais. Donc la frontière est un peu poreuse. T'as pas que des petites agences qui font de l'intérieur et des gros machins qui font du urba. T'as un peu. Ouais, c'est quand même des grosses machines, les boîtes d'urba. Ouais. Et après, donc j'avais quand même plutôt en tête je cherchais pas encore vraiment qu'on m'a proposé le truc, quoi. Ok. Donc j'avais pas bien déterminé Tu démarres sur des plans privés pour des maisons un peu luxe. Ouais. La rénovation d'un énorme hôtel particulier. Ok. Donc un gros projet, mais qui reste un projet d'intérieur, d'architecture. Donc je fais ça, et puis très vite après, j'ai une autre proposition de boulot à Paris. Une femme qui travaille seule, qui fait plutôt aussi de l'intérieur et de la rénovation, avec 2-3 projets sous le coude assez sympas, et qui vient me voir et qui me dit
j'ai besoin de quelqu'un pour premier employé chez elle, tu vois. Hyper bon feeling, on s'entend bien, et je me dis un peu, tiens, je vais être au début d'un truc potentiellement qui peut grandir, c'est super intéressant. Et là, je le vois déjà comme cool, je vais pouvoir apprendre à gérer une boîte, et être au début d'un truc. Si jamais je reste 5, 6, 7 ans, j'avais un peu ce plan de carrière. Après, je monte la mienne, et puis j'ai déjà toutes les clés, quoi. Ok. Et ça ressemble un peu, enfin, ça ressemble à quoi la réalité, un peu day to day, tu vois, de ta vie à l'époque, de ce métier-là? On va parler évidemment beaucoup de voile et de course, hein, mais tu vois, je trouve ça intéressant de bien voir la case départ, et parce que il y a aussi des gens qui nous écoutent qui peuvent être intéressés par le métier d'archi, et je trouve ça intéressant aussi de creuser ça. Ouais. Bah déjà, je pense que le premier truc, c'est de dire que j'ai grandi à Rennes, en Bretagne, tu vois. Donc je suis quand même très heureux à Paris, mais je suis quand même un peu loin de mes racines. Ça c'est un déterminant pour la suite. Ok. Et mon quotidien à cette époque-là, c'est on vit avec Julie, qui est devenue ma femme depuis, dans l'appartement que j'ai rénové pour elle. Ouais. Que j'ai fait rénover, mais j'ai fait le dessin en tant qu'archi. J'ai fait ce premier projet en plus de mon job, de mon premier job. Donc on vit dans 36 mètres carrés, quand même un petit appartement. Je me balade à moto à Paris. Ça paraît trivial, mais c'est un peu le quotidien de tous les déplacements, tout le temps, etc. Et je bosse dans cette agence, et du coup j'ai déjà une première expérience de commande perso. Ok. Et donc t'as déjà un peu une double vie d'avoir des gens qui t'appellent en direct, et t'as le boulot à côté du boulot. Ouais. Et ça, c'est assez déterminant aussi, parce que du coup, quand j'envisage ce second boulot, je me dis, j'ai déjà un peu de commandes. Puis après avoir fait cet appart, forcément, une copine de Julie m'appelle, me dit, tiens, moi aussi, je refais un appart, 40 mètres carrés, est-ce que ça te dit? Oui, ça me dit, donc j'y vais. Donc je commence ce boulot, et voilà, donc je bosse pas mal, mais c'est assez raisonnable. La personne qui m'embauche a aussi, a un enfant, moi j'en ai pas à l'époque, mais a une vision relativement détente du boulot. On bosse bien, mais on bosse pas le dimanche, quoi. Ouais. Et voilà, donc je bosse pas mal, mais on a une vie assez cool, de Parisiens d'une trentaine d'années, quoi. Okay. On sort beaucoup, on fait plein de sports. Enfin, pour le coup, on profite vraiment de l'aspect social de vivre à Paris, en profitant de tous ces aspects-là. J'ai entendu, on en a déjà parlé, j'ai écouté aussi ton interview il y a 1 mois et demi. Ton déclic, toi, il est après une croisière. Tu dis, ok, il faut que je creuse ce truc-là. Peut-être en amont de ça, est-ce que tu as senti un truc qui commençait à mûrir avant ce déclic, et on va en parler, mais comment ça s'est passé pour toi, la prise de conscience, tu vois, ce deuxième projet qui vient se superposer sur un truc que tu kiffes déjà au final? Pour être très transparent, je l'ai pas trop senti, je pense. Il a sûrement germé et évolué, mais je l'ai pas trop senti. J'étais heureux, tu vois, à Paris. On a même un projet avec mon frère et un pote d'acheter une baraque en dehors de Paris, une grosse baraque où on laisserait la clé sous la pierre, pour que tout le monde aille s'aérer un peu le cerveau le soir, le week-end, tu vois, un peu la caution de vivre à Paris, quoi. S'acheter un grand jardin en dehors de Paris. On avait fait des visites et tout. Ok, ouais, donc je me projetais un peu quand même, tu vois. T'as vraiment ta vie, tu te projettes là-dedans, quoi. Ouais. Après, je savais bien que je reviendrais un jour vers l'Ouest. Mais on s'est dit ça, puis on s'est dit, tant pis, si on reste 5-10 ans, on la garde, puis on la vendra. Enfin, on se projetait quand même un peu, ouais. Et après, il y a sûrement pas mal de choses qu'on dû jouer, notamment le boulot, qui s'est pas développé comme je l'imaginais. Ça a mis pas mal de temps. Ça a été hyper intéressant, puis je garde un très bon souvenir et une super relation avec celle avec qui je bossais, mais ça a pas beaucoup grandi, on n'a pas embauché, j'imaginais un peu ça. Et je suis un peu impatient, donc ça se passait pas. Donc. Ok. J'avais quand même un peu un sujet où je me disais, oh là là, ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je monte mon truc tout de suite? Est-ce que... Ok, ouais, tu commences à être dispo pour un nouveau projet, sans vraiment en avoir conscience non plus, quoi. Ouais, et puis mine de rien, si je cherche une maison pour aller m'aérer un peu l'esprit à la campagne en dehors de Paris, c'est que j'ai un besoin de ça. C'est sûr qu'il y a des moments où je sature. Quand je rentre chez moi, chez mes parents à Saint-Malo ou ici à Pornichet, je vois la mer, ça me fait un bien fou, quoi. Et ça, je me rends compte. On organise beaucoup de week-ends, on part avec des potes de Paris, on loue un van et puis on va dans les maisons des uns et des autres où on peut. Donc on a ce besoin quand même de... Je pense qu'on parle les gens qui ont grandi à Paris, quoi. Ouais. Pour eux, ça c'est les vacances. Moi, c'est le week-end. Ouais.
Et effectivement, jusqu'à cette croisière qui a un peu fait déclic, mais forcément, j'imagine, sur un terreau de trucs qui était déjà un peu en train de germer, quoi. Bah alors vas-y, justement, je pense que c'est quand même important parce que c'est comme ça que ça a démarré pour toi. Alors on va peut-être le faire un peu en accéléré parce que comme t'as déjà tout développé, on va pouvoir aller explorer d'autres trucs après, mais peut-être prendre quand même un moment pour voir comment tout ça s'est déroulé pour toi. Donc effectivement, on fait une croisière en Bretagne, à Saint-Malo, enfin au départ de Saint-Malo. Une croisière incroyable avec des amis, beau temps, etc. Et en revenant, je me dis vraiment, c'était trop bien, il faut trouver moyen de naviguer plus. De naviguer plus parce que j'adore ça. C'était le début des croisières où c'est moi le skipper. Donc il y a aussi ce côté un peu encadrement. J'étais moniteur de voile comme job étudiant, c'est un truc que j'aimais faire. Et je me suis dit, oh là là, c'était trop bien. Et ça trotte un peu dans ma tête, mais sans que je me dise, plan de carrière, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc il y a ça qui me trotte dans la tête. Je rencontre dans un bar, lors d'un des multiples apéros parisiens, une personne qui me dit, je bosse dans l'orga du Vendée Globe. On était quelques mois avant le Vendée Globe. J'ai noté dans un carnet, premier mail, novembre 2016. Premier mail à propos de Mini Transat. C'est pas vieux, hein. Ouais. Et puis novembre, et en mars, je récupérais le bateau, je crois. Sachant parce que 2-3 mois à l'acheter. Là, tu prends un apéro, tu tombes sur une fille qui bosse pour le Vendée Globe et qui te dit... Qui est complètement dans le milieu lorientais de la course au large, qui est quand même en France le pôle un peu. Le pôle de course au large, clairement. Et elle me dit, moi je suis en coloc avec 2 gars qui font la mini. Enfin, on discute un tout petit peu, je l'avais jamais rencontré, donc on chat, elle me dit ça, je dis, marrant, je suis assez passionné de voile. J'ai d'ailleurs fait une croisière il y a 15 jours avec des potes, machin, c'est trop bien. Et j'aimerais bien trouver des plans pour naviguer plus. Alors j'avais plutôt en tête faire des entraînements d'hiver sur des bateaux, organiser plus de croisières. Enfin, j'avais rien en tête en fait, mais j'imaginais naviguer pas plus la mini, quoi. Ouais. Parce qu'elle te branche sur la mini, qui est un peu l'antichambre de la course pro. Ouais, pour moi qui est vraiment la première étape. Le slogan c'est pas Stamini d'abord, on entend vachement, je le trouve tellement juste parce que c'est vraiment aussi un peu une école de la vie, t'apprends à gérer le projet, t'apprends tout le temps, quoi. Donc c'est en top. Ouais, là du coup encore une fois toute la gestion du projet, on n'aura pas le temps de creuser là, mais ce qui est sûr c'est que toi t'achètes ton bateau, t'empruntes pour acheter ton bateau. Ouais. Et ça te met dedans parce que c'est plus choix, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas j'ai pas le sentiment que ce soit un truc super mûri. En tout cas, pas dans le temps. Ça a jamais été irraisonné parce que quand elle me dit ça, je scrute les sites internet, les réseaux sociaux, je m'abonne à quelques pages de skipper à qui je finis par téléphoner en leur disant comment t'as fait, voilà. C'est un milieu super bienveillant, la mini, les gens te transmettent en fait. Te disent moi j'ai fait ça, je bossais là, t'expliques vraiment sans te mentir, quoi. Dans la catégorie d'au-dessus, c'est un peu moins vrai, je pense. Enfin, bref, les mecs te disent c'est resté une passion pour nous tous. Et moi, un mec qui m'appelle pour me dire j'ai des questions autour de la mini, je vais répondre, forcément. Parce que on l'a fait pour moi, on m'a tendu la main un peu, tu vois. Et j'ai trop envie de pousser les gens à la faire. Tout le monde, je dis, fais la mini, tu vas voir, ça va sortir de les étoiles dans les yeux. Ouais, alors encore une fois, c'est quand on peut pas tout développer là, mais c'est vrai que de ce que tu racontes, c'est une course qui a l'air complètement dingue parce que à l'ancienne, difficile d'accès au niveau sportif et même financier, mais au final accessible quand même. C'est un gros truc, mais en fait une fois que t'as mis le doigt dedans, le premier truc c'est d'avoir vraiment envie d'être accroché, mais ça c'est pour tous les projets de course et j'imagine projets sportifs ou entrepreneuriaux un peu forts. Ouais. Faut vraiment être super accroché et après une fois que t'as mis le doigt dedans, moi j'ai fait des rencontres, etc. En fait la mini, la base c'est que t'es tout seul pour tout faire. La gestion de projet aussi, quoi. Donc t'es tout seul, donc forcément tu vas parler de ton voisin, quoi. Ouais. Et donc c'est un mec qui est dans le même projet que toi, il fait la mini aussi, enfin c'est l'objectif. Ouais. Très vite il y a un groupe, quoi. Il y a un truc, c'est ça, il y a un truc en plus que tu viens de dire et qui me paraît super important, c'est que quand on veut changer de taf, les communautés qui font le taf qu'on veut faire sont rarement elles sont bienveillantes, mais elles sont pas dispo, quoi. Tu vas pas aller voir un directeur financier pour dire vas-y, prends l'apéro et ta vie, quoi. Enfin tu peux, mais ça coûte de faire ça, quoi. Ouais. Là, tu tombes sur une communauté de gens qui sont tous à fond dedans et qui se serrent les coudes. Oui, et puis au final, la voie, elle est pas non plus ultra compliquée. Je me rends compte que un bateau, ça coûte... Moi, j'ai acheté un bateau 40 000 euros. Donc, faut pouvoir le financer. J'avais la chance de pouvoir emprunter et d'acheter ce bateau. Et après, il faut aller vivre à côté du bateau, a priori. C'est quand même plus facile.
Et puis faire les courses, trouver un peu de dispo. J'ai de la chance, je suis archi. J'ai pu quitter mon boulot et me mettre à mon compte. Et donc soir, week-end, vacances, c'est pour le bateau et le reste je bosse. Ouais, Avec, ça c'est en gros pendant cette phase-là, tu finances un peu ta vie grâce à des missions perso d'archi. Ouais. Et t'as ce projet mini à côté, quoi. Ouais, et ça c'est assez déterminant parce que du coup je quitte mon boulot parisien. Ouais. J'avais annoncé un peu, j'achète un bateau, je me lance dans un truc, je te préviens, a priori je vais partir, quoi. Et donc assez vite j'ai mon bateau qui est ici à la Turballe, à côté de Pornichet. Et puis dès qu'il y a un coup de vent le week-end, je dors pas, je passe mon temps dans le TGV. Très vite on se dit bon, Oui, parce que attends, c'est pas viable. Tu quittes ton boulot parisien, mais tu vis encore à Paris. Je le quitte pas encore à ce moment-là. Ouais. Je sais que je vais le quitter, mais pour l'instant je suis à Paris, ma vie est à Paris, donc je laisse ma moto à Montparnasse tous les vendredis soirs et je reviens le dimanche soir, quoi. Ouais, le truc qui est pas tenable, quoi. Non, puis même ça coûte très cher, c'est épuisant. T'arrives, t'as pas le temps de rien. Les mecs qui sont là la semaine, ils me font envie. Ouais. Et avant ça, j'en avais un petit peu parlé à Julie en lui disant est-ce que ça te dirait quoi d'aller vivre quelque part en dehors de Paris. Elle, en Bretagne quoi. En gros. Soutien indéfectible, elle te dit ouais fonce. Ouais, c'est le premier. J'ai évidemment demandé avant d'acheter le bateau. Hein. Mais le premier truc c'est ça et c'est ce qui m'a à la fois étonné et même et convaincu en tout cas. Ouais. Quand elle m'a dit oui n'importe où fonce. Parce que le flip pour tout le monde, c'est toujours la partie financière, c'est de dire après tout, ouais, évidemment que le projet me botte, mais comment je finance tout ça? Comment t'as pu un peu te rassurer là-dessus avec notamment ton boulot d'archi? Tu vois, en quoi ça a aidé ou pas d'avoir la capacité à facturer tes propres missions et tout là-dedans? Ma question est super mal tournée, mais tu vois, c'est comment j'assure mes arrières quoi en gros. En gros, c'est toujours le truc qui bloque quoi. Quand on a une envie, on se dit ouais, mais est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ouais. En plus, la mini, c'est pas encore un circuit pro. Non, très difficile d'en vivre. Et je savais que j'en vivrais pas. Il faut réussir à le financer. Ouais. Mais ça me paiera pas de salaire, ça me paiera pas ma vie à moi quoi. Donc je peux financer les coûts, amortir un peu le bateau, amortir le bateau à peine, mais ouais, payer les nouvelles voiles, les bouts, m'acheter un bon ciré, etc. quoi. Et comment t'articules ça? Parce que si tu bases ton boulot, si tu quittes ce job, tu te retrouves avec ta vie ici, ton bateau. Il y a un autre accélérateur dans ce projet qui a fait que je suis parti un peu plus vite que prévu de Paris aussi. C'est qu'à ce moment-là, on me propose un gros boulot ici. Yes, ok. On m'appelle en me disant tiens, j'ai une construction pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Un gros truc assez ambitieux, construire une salle d'escalade à Pornichet. Juste un truc qui me bottait bien. Yes. Donc je me dis parfait, là c'est la voie royale. J'ai un boulot là-bas, je peux être a priori à plein temps sur ce projet, donc j'ai même pas besoin d'en chercher d'autres. Faut y aller quoi. Enfin là il y a tout qui s'aligne un petit peu. Oui, en fait, ce chantier-là, ce projet-là, il me faisait vivre, je pense. Il me faisait vivre. Mes parents avaient une grosse maison, une maison pour pouvoir m'accueillir à Pornichet où ils vivent pas. Ouais. Julie avait des accroches à Pornichet. Bon, il y avait un pôle en train de se créer dans le coin. Ok, bon. T'as une fenêtre de tir, quoi. Ouais. Et donc on a réfléchi bien, mais peu. Et on est parti assez vite en fait. On a tout mis dans la voiture. Au début, on a loué l'appart à Paris en se disant on n'est pas à l'abri de revenir dans un an parce qu'on se rend compte qu'on a fait une bêtise. On l'a loué 1 an, on s'est installé 1 an dans la maison des parents, qui sont bien sympas. Et au bout d'1 an, on a acheté une maison ici, quoi. Okay. Donc là, on s'est dit, ok, on vend l'appart, on est bien ici, on a envie de rester là. Mais on avait quand même, tu vois, le mini, je peux le revendre, à tout moment, on peut faire machine arrière. Tu vois, ce que tu nous racontes là, je fais une petite digression parce que ça me parle doublement. Déjà, c'est intéressant en soi. Et je trouve que ça illustre bien un truc que moi, j'essaie un peu de pousser, tu vois, dans ma méthode d'accompagnement et dans les bilans et tout ça. Je trouve qu'on a tendance à être binaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je suis archi, demain, je vais être skipper pro. Et en fait, on oublie qu'il y a toujours un peu une phase de transition. Ouais, dans laquelle, le truc d'amorçage, quoi. Moi, j'ai pas du tout ce truc de me dire, si je fais machine arrière, c'est un échec, toi. Ouais. Pas du tout. Je trouve que, je suis parti vivre en Bretagne, on s'est rendu compte que ça nous plaisait pas tant que ça. Je suis rentré à Paris. Je vois pas où est l'échec, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on se disait,
T'as ce côté, en fait, tout est une continuité. Il y a pas d'échec, c'est juste une continuité. T'as un deuxième truc qui, pour moi, est de dire, en fait, quand t'es juste archi, que tu vis ici grâce à ton chantier, t'as pas la casquette officielle skipper pro, t'es pas connu encore, t'as pas encore beaucoup de bouteilles. Comme quelqu'un, je transpose un peu, mais comme quelqu'un qui se dit, ok, je veux partir sur ce job-là, mais je suis personne aujourd'hui. Et je trouve qu'on a toujours tendance à attendre d'avoir toutes les formations, toutes les accréditations et le salaire qui va avec un CDI ou une boîte qui tourne pour dire ça y est, je suis le truc. Et en fait, il y a un moment où pour être quelque chose, il suffit de faire ce quelque chose, quoi. Le mec qui veut être photographe, bah ici il prend des photos, il est photographe. Le mec qui veut être skipper, il fait la mini, de facto il est skipper. Ouais, Et je trouve qu'il illustre bien ça, tu vois, de dire bah c'est pas un truc binaire de t'es skipper ou t'es architecte. T'es architecte et là, pendant ce projet-là, tu te retrouves sur ton bateau et tu vis une vie de skipper pro avec une gestion de projet, avec une régate. Et ça me parle vachement ce que tu dis là. Ouais, bah nous on a effectivement toujours envisagé le fait d'avoir un retour en arrière, de se dire bah je suis pas en train de changer de vie, juste je change un peu mon quotidien, mes habitudes, je déménage, etc. Oui, mais je reste moi-même, j'ai toujours la même formation. Je me sens toujours archi, tu vois. Juste là, je le pratique plus maintenant, mais ça m'a, je regrette cette formation, cette expérience. Je trouve que ça m'a, je suis sûr que je gère mes projets de course au large, comme je les gère parce que cette formation m'a aidé à le faire comme ça. Ouais, en tout cas, à ce stade-là, au stade mini, la voile, c'est un projet, quoi. Enfin, je veux dire que c'est une gestion de projet, quoi. Comme les autres projets d'archi. Ouais. Généralement, je crois que je te l'avais raconté la dernière fois, mais t'as le classeur projet salle d'escalade, le classeur extension machin, et le classeur mini 3 C'est un même classeur noir, les mêmes intercalaires quoi. Ça, pour la mini, je l'entends bien, surtout parce que c'est un budget restreint, que c'est hyper chaud, mais c'est jouable en solo. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment où le truc s'emballe un peu et où ça devient un peu plus un métier et un peu moins un classeur parmi tous tes projets, tu vois, dans ta vie, quoi? En fait, sur la mini, pas tant que ça. Pas tant que ça, à part en temps. Évidemment, il y a un moment où la première saison, j'ai pris en gros du sans solde quasiment toute la saison. Donc la saison, c'est le début du printemps jusqu'à la fin de l'été, quoi. Ok. Donc là, il y a beaucoup de courses qui s'enchaînent. Il y a un vrai objectif de qualification sur la mini transat, donc il faut faire des 1000 en course. Il faut pas rater une course, etc. Donc là, je m'étais un peu mis à plein temps. Et le gros luxe que j'avais, c'est de pouvoir gérer quand même un peu les projets. Tu bossais sur je passais quelques coups de fil et gérer le truc, quoi. Entre deux bords, t'envoyais un mail. Alors, on n'a pas de téléphone en bateau au mini, mais ouais, entre deux courses, par contre, j'envoyais 3 mails et voilà, je dirais comme ça. Ça, c'est évidemment un luxe, enfin, c'est à la fois super, à la fois un peu handicapant. C'est vrai que les mecs qui bossent dans des boîtes, je donnerai pas de nom du coup, mais en général peuvent bosser un peu le projet mini en plus du boulot. Ouais, sur une journée de boulot. Dans une boîte plus corporate, un peu plus planquée forcément. Ouais, voilà. Quand tu bosses pour toi, si tu bosses pas, tu bosses pas. C'est pas très intéressant. Donc ouais, ça avait des avantages et des inconvénients, mais non, je pense que c'est resté un projet parmi les autres. Okay. Après, je me suis assez vite rendu compte que il avait l'étiquette numéro 1, quoi. C'est le projet, lui, il a pas le droit de foirer. Je mets trop d'amour dans ce truc. Je suis en train de vraiment m'éclater à faire ça. Je me rends compte que le mini, c'est trop bien. Je m'éclate quand j'apprends des trucs tous les jours. On met en place la prépa physique, la prépa sportive. Je fais plein de rencontres. On a créé Spol à la Turballe, qui était un peu en train de germer quand je suis arrivé. Et au final, tous on s'est structuré pour créer l'association, trouver le coach. Enfin, vraiment, il y a de l'émulation de dingue, quoi. Ouais. Donc c'est trop bien. Mon boulot d'archi, forcément, il est là, mais je peux pas me consacrer à 100%. Ouais, donc c'est un peu au second plan, forcément, quoi. Ouais, et puis forcément, du coup, je m'y retrouve un peu moins. Je me dis, ah ouais, les projets, j'aurais dûu mettre plus d'implication. Donc bon, ça, je l'apprendrai un peu après, mais le fait de pas être à 100% dans ce que je fais va finir par me peser, et dans le mini, et dans la voile, et dans l'archi. Et donc je gère la mini comme ça, la deuxième saison, donc je bosse en plus. Donc j'ai un peu moins de dispo pour passer du temps sur les villages de course, etc. Mais ça le fait quand même si je trouve ça un peu dur, ça le fait quand même. Et je pars faire la mini en sachant que j'ai du boulot en rentrant. Donc je me dis, je suis archi, je reste archi. Quand je rentre, je retourne au boulot. Après, avant de partir, je sais que je veux faire un autre projet.
Et du coup, ce que je te disais sur, je finis par me rendre compte que quand même, il faudrait être à 100% dans un truc. Ça, c'est vraiment la condition de base pour le projet actuel, qu'on a posé très vite aussi avec Julie. C'est de dire, le nouveau projet, ce sera un boulot. Donc, je bosse pas le soir, pas les week-ends, pas les vacances. Enfin, je prends des vacances, quoi. La semaine, je suis à fond dessus, mais voilà, donc je peux pas avoir un boulot en plus. Attends, ce que t'appelles le nouveau boulot, c'est pour le coup des circuits plus pro en classe 40 avec un sponsor sur des courses comme Route du Rhum, Jacques Vabre. Ah, voilà, ça. Donc si je continue à faire de la voile, c'est a priori pas la mini parce que c'est compliqué d'en vivre. Et aussi que sur la mini, il y a des trucs que j'ai quand même moins apprécié, la solitude, j'ai trouvé un peu dur, la privation de communication, etc. Ça m'étonnerait pas que j'y retourne un jour, mais j'ai quand même trouvé des aspects un peu durs. Et puis, le plus gros bateau, un peu plus techno, plus de choses à développer, etc. Ça m'attirait vachement. Et en classe 40, je trouve que j'ai tout de suite ciblé le super support pour, à la fois, il n'y a pas un gap techno incroyable. Donc, je suis assez vite à l'aise sur le bateau. Je pensais l'être. Et ça s'est vérifié. Et à la fois, c'est pas des budgets non plus monstrueux, mais par contre, on peut en vivre. C'est assez gros pour qu'un sponsor puisse s'y retrouver, qu'on emmène des collaborateurs naviguer. On a plein d'arguments à vendre pour emmener un sponsor dedans, quoi. Donc ça, je l'ai identifié. Et on s'est dit, je dis souvent on parce que c'est vraiment un truc pensé avec Julie qui, malgré qu'elle le contredise, est en fait assez compliqué. Elle est partie prenante de ton projet à fond, quoi. Et donc on se dit, ok, soit je trouve un sponsor, avant que j'ai trouvé un sponsor qui m'assure mon salaire, je vais pas. En gros, t'es archi tant que t'as pas trouvé un sponsor qui te permet de financer ton classe 40. Et non seulement je suis archi, mais je vais pas faire de voile tant que j'ai pas trouvé de quoi arrêter l'archi, quoi. Tout l'un ou tout l'autre, quoi. Ça me donne envie de faire une deuxième digression. On se pose souvent la question, est-ce que je dois arrêter brutalement mon job et faire un tour du monde, ça me donnera des idées? Est-ce que je dois avoir 2 vies en parallèle et puis je décroche quand je suis mûr? Tu vois, avec quelques années d'expérience et de beaucoup de rencontres de gens qui ont switché comme toi, il apparaît qu'il y a visiblement pas de bonne solution ou de mauvaise. Ça dépend vraiment de la personne. T'as des gens qui ont besoin d'être un peu en mode vénère, tu vois, genre j'arrête tout parce que sinon je pourrais pas. Des gens comme toi ou moi je me retrouve là-dedans aussi qui vont dire attends, moi j'ai besoin de sécuriser le truc, sinon no go et je lâche pas tant que j'ai pas sécurisé. Et t'as d'autres personnes qui vont pouvoir vivre pendant 20 ans une double vie. Et ça leur va aussi. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne règle là-dessus. Non, je pense pas. C'est avant tout un truc un peu perso. Faut se connaître. Ça dépend de tes contraintes aussi, de plein de trucs. Non, moi je savais que j'étais un peu à 100%. J'ai du mal à faire 2 trucs en même temps. Puis là, forcément, il y a un projet qui m'a plus passionné. Vraiment passion, quoi. Même si l'archi c'était un peu de la passion, mais là, il y a non seulement de la passion, mais il y a aussi, c'est un peu, pour moi, c'est un sport de glisse, quoi. Et j'ai toujours été beaucoup passionné de sport de glisse. Donc ça a pris le pas, quoi, clairement. Mais par contre, effectivement, j'ai acheté mon mini début 2017. Donc premier mail, je demande une info à quelqu'un en novembre 2016. Et là, je suis pro de la voile depuis novembre 2021, quoi. Pro, ça veut dire que t'as trouvé un sponsor et je bosse plus. En tant qu'archi, et mon boulot, c'est de faire ça, quoi. Ok. Donc il s'est quand même passé un peu de temps. Il y a toujours ce truc-là de se dire, tu as l'impression que la réflexion va prendre 3 plombs et l'action va se faire vite. C'est tellement l'inverse. C'est genre. Oui. Mais après, comme tu disais tout de suite, moi j'ai vraiment fait les deux en même temps. On a pris le temps de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est viable, c'est quoi le projet de vie. Tu vois, maintenant j'ai presque 2 enfants. Donc il y a quand même un projet de vie derrière à mûrir aussi. Et puis le bateau. C'est pas je suis pas parti en tour du monde, quoi. Je suis parti vivre à Pornichet. Julie avait un boulot, moi aussi. Un cercle social, etc. Juste, j'ai une activité un peu passion qui me prend beaucoup de temps. Mais, comme un mec pourrait se lancer dans, je sais pas moi, du trail à Donf, du judo, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, je pense que beaucoup de gens qui font des sports un peu, ou des activités un peu prenantes, se posent forcément un peu la question d'en vivre, quoi. De se dire, tiens, est-ce que j'en ferais pas mon boulot? Donc on se posait la question et on s'est rendu compte que c'était possible. C'était jouable, Et après, je dis pas que je le ferai toute ma vie, j'aurais aucune idée. Il y a un truc que je peux préciser, et même si je l'avais du coup raconté un petit peu dans l'autre podcast, mais c'est de dire, il y a quand même des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier pendant cette recherche. Parce que donc je fais la mini en 2019.
Avant de partir, j'ai déjà un dossier de sponsoring pour du classe 40. Je l'ai déjà fait, quoi. Je me suis dit, ok. Toi, tu veux dire, t'as monté ton dossier. Ouais. J'ai déjà envoyé à mes sponsors actuels. En mini, j'avais trouvé des sponsors. Ok. Un sponsor titre. Ce qui était déjà, pour moi, incroyable. J'y croyais pas, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment trouvé un sponsor titre, compris tout le budget. J'ai déjà bluffé, je me suis bluffé moi-même et j'ai bluffé. Ouais, donc t'as réussi à financer ce truc-là avec une recherche de sponsor. T'as mis un pied déjà un peu dans le grand bain en trouvant ton premier sponsor. Ouais. Et les gens étaient bluffés. Ils ont pris tout le budget, c'est incroyable. Comment t'as fait? Ok. Bref. Ouais, donc t'en es pas à ton premier coup. Ouais, non. Donc eux, je leur dis, venez, on fait du classe 40 après. Ça aurait été beaucoup trop facile. Donc ils disent non, on n'est pas intéressé pour suivre, etc. Ça se termine très bien, mais ça se termine. Juste le budget, on est sur un bateau à 800 000 €, un truc comme ça? Ouais, alors ça, justement, je vais le détailler parce que c'est pas le sponsor qui paye le bateau. Ok, bon, pardon, vas-y, je te laisse, j'arrête de te couper. Pour donner une comparaison, avec le Mini, j'avais trouvé 80 000 € de sponsoring. Et là, on est bien au-dessus. Ok. Donc avant de partir, je sais que je veux le faire. Je fais la Mini, je rentre. Et là, il se passe 2 ans avant que le projet se concrétise. Donc pendant 2 ans, je bosse en anarchie. Et il y a, évidemment, le Covid qui se met en place assez vite au retour, etc. Qui aide pas les gens qui vendent des choses. Parce que évidemment les entreprises sont un peu frileuses, quoi. Ce qui est bien normal. Moi j'ai même arrêté pendant le premier confinement, j'ai complètement arrêté de chercher. Alors que du coup il y avait mes projets d'archi et un classeur recherche de sponsors, quoi. Et là j'avais pas le choix que de le faire en plus de mon boulot. Donc je rencontre un ami de la famille qui me dit qu'il peut pas me sponsoriser. Et il a plus de boîte, il a vendu sa boîte, donc il a pas d'intérêt à me sponsoriser en perso. En revanche, potentiellement, il est intéressé pour construire un bateau. Donc, je lui dis, un des moyens d'accéder à un classe 40 performant, c'est de faire construire un bateau neuf. Et a priori, de ce que j'entends du circuit, c'est rentable. Parce qu'on le loue au sponsor. Ouais. Le marché est tendu. Et donc, on l'amortit avec les loyers. Ah oui, ok. Et donc, si tu veux, on l'achète 700, on le loue 100 par an, et on le revend. Ouais, il y a un modèle économique. Ouais, non, mais il y a un modèle économique autour de la construction d'un bateau de course. Et en fait, je me rends compte que ça fonctionne beaucoup comme ça. Attends, et pour refaire le parallèle avec ce besoin de sécuriser le truc avant de donner le go, je me contredis un peu. En fait, non, mais ce que tu disais aussi dans l'interview de Mon job et ma passion, c'était aussi que si ça foire et qu'il n'y a pas de sponsoring, pas de projet pour toi, tu peux toujours louer ce truc-là, ce bateau. Oui. Donc en fait, si tu veux, à la base, je voulais trouver le sponsor. Ouais. En premier, valider mon salaire, quoi, et ensuite j'y vais. Sauf que sur la route, je rencontre donc cette personne qui me dit construisons un bateau. Un bateau. Donc là, moi, étoile dans les yeux, c'est incroyable. Et puis en plus, je me dis, je vais voir des sponsors en leur disant, il y a quelqu'un qui me fait confiance pour construire un bateau. Donc en gros, j'ai déjà un tiers du budget finalement de trouver, puisque j'ai déjà le bateau de course neuf, incroyable pour aller jouer. Si ce n'est à gagne des meilleures places, quoi. Donc bref, je rencontre cette personne, il met la moitié du bateau sur la table, il me dit faut que tu trouves l'autre moitié. Bon, c'est juste pour préciser qu'au final ils sont 2 et que il y avait quand même c'était déjà incroyable de trouver la première moitié, la deuxième moitié j'y croyais presque pas. Puis je l'ai quand même trouvé. Et donc là je me retrouve avec un bateau qui est financé qui représente 700 000 € hors taxe, quoi. Mais à la limite, les gars, ils sont presque en investisseurs, quoi, là-dedans. Complètement. C'est dire, il y a un marché, comme tu ferais un immeuble, quoi. Exactement. Sauf que je pense que la condition, c'est d'être passionné de voile. Ouais. Parce que c'est un milieu trop particulier pour aller investir, quoi. Ouais. Acheter un appartement, ça me paraît plus facile, quoi. Non, mais on a toujours l'impression que c'est à fond perdu, un bateau. En fait, là, t'as un modèle économique derrière, quoi. Ouais, parce que c'est des bateaux de course qui sont demandés et qui vont être loués. La course large se porte très très bien et ça, pas besoin d'être expert pour le constater. Donc effectivement, c'était engageant de se dire je vais avoir ce bateau sur les bras si je trouve pas de sponsor, voilà. Sauf que j'aurais tout de suite dit si je trouve pas, on le loue à n'importe qui pour faire la route de Rome. C'est sûr que on est 1 an avant la route de Rome, il va être loué. Il y a pas de secret, quoi. Donc toi, tu t'étais dit je m'interdis de penser au bateau tant que j'ai pas trouvé sponsor. Bon, c'est complètement l'inverse qui se passe. Exactement. T'as un bateau dispo. En fait, je m'étais pas dit je m'interdis, mais je pouvais pas le financer. Ouais. C'est beaucoup trop. Alors qu'en mini, j'avais bien constaté qu'aller voir les sponsors en leur disant j'ai acheté un bateau, je me suis endetté, je vais le faire. En fait, le truc c'était plutôt de dire je vais le faire, faites-le avec moi, plutôt que de dire permettez-moi de le faire, tu vois. Ouais. Je trouvais ça vachement mieux comme argument. Ils se disent forcément lui il est... Ouais, tu racontes pas la même histoire. Et tu parles à des entrepreneurs. Donc et là, je pense que les boîtes sont assez comparables. C'est 2 boîtes familiales, celle qui m'a sponsorisé en mini et la sur la classe 40. 2 groupes familiaux dont les créateurs sont encore là.
À chaque fois, c'était le fils du créateur. Et ils ont une âme d'entrepreneur. Et je pense que quand t'arrives en leur disant, c'est un projet entrepreneurial, je me suis mouillé en achetant un bateau, on y va, venez avec nous. C'est quand même vachement mieux que aidez-moi à accomplir mon rêve, quoi. Mais tu sais, même en dehors d'une culture d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de voileux et tout, ce que tu dis, ça me parle vachement, parce que quand tu commences à réseauter pour un nouveau projet, t'as deux écoles. Soit tu te pointes en disant salut, je suis au chômage, est-ce que t'aurais pas un taf? Ouais. Soit tu te présentes en disant salut, je suis passionné par ce que tu fais, est-ce qu'on se boirait pas une bière? Ouais. Et je veux dire, et moi j'y vais de toute façon parce que moi ce truc-là m'intéresse, je m'y intéresse, etc. Un jour ou l'autre, je réussirai à contribuer à ce truc-là. Et du coup, tu te positionnes comme un égal de la personne que tu rencontres et non pas à mendier un taf ou un bateau, quoi. Ouais. Et tu te dis, moi j'y suis. Est-ce que vous y êtes aussi, quoi? C'est un peu ça que je carrément. comprends. C'est moi j'en suis et vous, quoi. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec un épisode qu'on a déjà enregistré avec Jean-Baptiste qui racontait comment ne pas quémander le truc que tu veux aller chercher, mais déjà être en chemin et déjà concrétiser des trucs et dire bah moi j'avance et les gars vous êtes avec moi ou pas, quoi. Enfin c'est pas la même histoire que tu racontes. Ça illustre bien. Toujours baquer, quoi. Parce que déjà j'ai pas de fonds perso, donc je peux pas laisser de plumes sur la route, sinon je vais me retrouver sans rien. Et là pour le coup on commence à avoir acheté une maison, on a un enfant, je peux absolument pas me permettre de laisser des fonds perso dans cette histoire, donc c'est un projet pro. Et après un bon avantage aussi là-dedans, c'est que les deux personnes qui qui financent la construction du bateau, un est un ami de famille de longue date, que je sais presque un peu paternaliste avec moi, quoi. Il me prend un peu sous son aile, ouais. Et l'autre, j'ai rencontré beaucoup plus récemment, mais un peu le même profil. Ce deux personnes qui ont géré et développé des grosses boîtes et revendu, et qui ont donc une vision entrepreneuriale terrible, et ils m'ont tout de suite dit, nous, on vient avec toi parce qu'on a envie de vivre le truc par procuration, ça nous intéresse, on est passionné de bateau, fais-nous vivre ton truc, on va vivre avec toi, ça va être trop bien. Et en plus, on t'aide, on va te conseiller à pas faire de boulettes, à bien faire ton prévisionnel, etc., quoi. Donc il y a un vrai truc assez rassurant de se dire ok, ils sont avec moi, ils vont m'aider. En allant voir les sponsors, j'ai fait une slide sur je suis pas tout seul. Ouais. Il y a deux entrepreneurs derrière moi qui ont de la bouteille, qui ont mis des sous sur la table et qui me font confiance. Et ça, je pense que ça a vraiment beaucoup joué. T'arrives pas de nulle part, quoi. Non. Et je pense que ça donne vachement d'appui. Et on l'a fait, on a poussé ça. Du coup, il y a une entreprise qui finance la construction du bateau. Et moi, je crée une entreprise pour trouver des sponsors et financer l'exploitation du bateau, en fait. Et je les ai associés les deux à mon entreprise. Ils sont là à titre conseil, hein, mais ils me conseillent surtout, quoi. Dès que j'ai un problème, je les appelle. Et c'est vrai que c'est super riche et j'apprends des choses tous les jours avec des gars qui ont je sais pas combien de dizaines d'années de boîte. T'as encore t'as beau dire l'expérience. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de parallèles. C'est pour ça que je suis content qu'on discute. C'est que ça aussi, il y a un parallèle à faire évident avec le fait de pas rester dans son coin et son ordi, quoi. Tu peux faire le truc avec ton PC sur ton canapé, où tu peux t'entourer, avancer, rencontrer, et les gens, fondamentalement, les gens aiment bien aider, quoi. Dès lors que aider et partager, mais ne serait-ce que partager, quoi. Ouais. De dire bah moi j'ai fait ça, je te raconte. Tu disais au micro que et ça m'a interpellé. Ta première version de ton dossier, t'étais plein d'a priori sur qui je dois viser, comment je dois les démarcher et tout. Ouais. Et que sur le terrain, le fait de te bouger un peu et d'aller sur le terrain, t'as vu que c'était pas exactement ce que tu pensais au début, quoi, le type de boîte et tout. Je sais pas si j'ai bien interprété le truc. Si ouais, quelle est la cible en gros pour devenir sponsor? Comment démarcher et qui allait démarcher, quoi. Ouais, alors ça j'ai toujours pas de conclusion vraiment à donner, à part que effectivement faut pas avoir trop d'idées préconçues, quoi. Et on le voit bien hein, dans la course au large, pour ne parler que de cet exemple que je connais. Il y a des banques, des boîtes complètement un entrepreneur, un artisan, des groupes internationaux, il y a tout. Donc en fonction du moment où tu arrives dans la boîte, de la volonté qu'ils peuvent avoir en com, de qui tu rencontres. Enfin voilà, je pense il faut vraiment pas se fermer. Moi j'étais vraiment ouvert à tout, avec évidemment une cible un peu idéale. C'est sûr que c'est plus facile de parler en direct au directeur d'une boîte de taille moyenne que au service com d'une multinationale, quoi. Donc
Mais d'un autre côté, le service de la multinationale t'apporte un peu, a priori, de confort sur la sécurité. Mais ouais, effectivement, au début, j'étais un petit peu concentré sur une façon de démarcher plutôt. Et après, en fait, j'ai fait évoluer le système tout le temps. Ouais, tu vois, même s'il y a pas de conclusion à tirer sur tu vas pas écrire un bouquin sur la méthode pour trouver un sponsor, mais il y a quand même un truc à en retirer, je trouve, qui est de dire, on pense savoir où on va, et on atterrit toujours assez à côté de la plaque, et c'est là qu'il faut accepter de dire, allez, encore une fois, je reste pas sur mon fichier Word pendant 3 plombs, quoi. Ouais. C'est la rencontre qui, j'imagine, qui mûrit le truc. C'est clair, et comme, l'objectif qu'on cherche de sponsor, dans le premier lieu, c'est d'avoir un rendez-vous, quoi. Un retour, ne serait-ce qu'un retour de mail au début. Tu passes ton temps à démarcher, quelqu'un qui te répond, même non, je suis hyper content. Ah, cool, il m'a dit non, t'as fait un pas de plus, quoi. Non, mais ouais. Et, s'il est un peu sympa, il va me dire, non, parce que, au fait, tu pourrais peut-être, avoir cet angle, et d'ailleurs, je te file ce contact. Souvent, c'est ça, en fait. Comme en plus, c'est un projet un peu passion, les gens trouvent ça sympathique, quoi. Donc quand tu leur dis, je vais faire la route de Rome, ils se disent tous, ah, trop bien, trop sympa, personne m'a dit aucun intérêt à ton projet, passe ton chemin, quoi. Ils m'ont tous dit trop bien, cool, on te suivra, désolé, par contre c'est pas notre plan, c'est pas notre idée. Et ça tu l'as que si tu pousses les portes, tu l'as pas encore une fois en bossant là pour une 30e fois sur ta plaquette, quoi. Ouais, exactement. Bah de toute façon tu peux chiader ta plaquette dans ton coin si personne la voit, personne la lit. Donc c'est pour ça qu'il faut assez vite avoir ta première version, l'envoyer, et par contre être ouvert aussi sur la changer, quoi. La changer tout le temps. Ça, j'avoue avoir eu un peu de mal au début en me disant je veux une version un peu définitive, quoi. Alors qu'en fait normalement tout change tout le temps. Tu te rends compte que effectivement cette slide ne sert pas, donc je vais plutôt la remplacer. Même une refonte un peu graphique, de se dire ah ouais, finalement bon, ça me plaît plus, je suis pas mal de retourner là-dessus. Moi je trouve ça illustre vraiment bien 2 grandes vérités de la reconversion, qui est que tout prend 5 fois plus de temps que ce qu'on a imaginé, et que on atterrit toujours complètement à côté de la plaque de ce qu'on avait imaginé aussi en termes de cheminement, peut-être pas de quotidien, mais de chemin pour y arriver, quoi. Tu vois, on peut pas imaginer, quand t'étais archi et que t'as commencé la mini, tu aurais peut-être pas pu imaginer tout ça, j'imagine, quoi. Ouais, après, je pense que tu disais cheminement, justement, je pense que moi, je me projetais presque plus sur le cheminement que sur l'aboutissement, quoi. Ouais. Enfin bon, c'est à moitié vrai, parce qu'on a quand même un objectif. Il y avait l'objectif mini, là, il y a l'objectif route de Rome. Alors, c'est sûr qu'on fait tout. Moi, je fais tout pour atteindre cet objectif. Mais la route m'intéresse vachement, voire presque plus que l'objectif, quoi. On en reparlera. Non, ça y est, vu que tu mets le doigt dedans, j'ai envie de poser la question. Il y a un truc qui m'a aussi beaucoup interpellé dans ta dernière interview, et ça me parle vraiment beaucoup. C'est que on a souvent tendance à se projeter dans l'aboutissement, genre quand je serai skipper pro, ma vie sera comme ça. Et toi, pendant l'heure et demie que tu passes au micro, tu dis attendez, moi les gars, ce qui m'intéresse, c'est le day to day du truc, quoi. Ouais, c'est vraiment à la limite route du Rhum, ça paraît logique, en fait. Mais c'est pas très courant quand on se reconvertit. Souvent, on peut avoir un peu le côté miroir aux alouettes de quand je serai comme ça, tout sera différent. Et on oublie qu'entre-temps, il y a 5 ans de te taper la route pour la Trinité tous les jours, dans des entraînements, des machins. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis là-dessus. Je comprends le fait de se projeter à fond, mais en même temps, je trouve que le Vendée Globe, par exemple, c'est un bon exemple, parce que c'est l'objectif précis de tous les mecs qui font le Vendée Globe, c'est la course, quoi. Ouais. Et la course, c'est tous les 4 ans. Ça dure 2 mois et demi, tous les 4 ans. Donc en vrai, quand tu penses à un gars qui fait le Vendée Globe, je parle de du Vendée parce que c'est la course connue, quoi. Ouais. Tu dis toujours, tu fermes les yeux, tu vois le mec en ciré, dans les 40e rugissant, mais c'est pas ça. Bateau. Sa course, c'est pas ça, au final. Ça, c'est 2 mois et demi sur 4 ans, quoi. Ouais. Et encore, parfois, c'est plus, hein. Son quotidien, c'est d'être un chef d'entreprise, quoi. Il va au chantier, il gère le chantier du bateau, il gère les gars, il fait la compta, il navigue, il s'entraîne, un petit peu aussi, mais bon, au final pas beaucoup. Et il fait de la prépa physique, enfin bref, il gère un projet, quoi. Il gère une équipe, En vérité, quand tu fais le Vendée, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je pense qu'ils courent tous après ce Graal de faire le Vendée, mais les gens qui sont épanouis dans ce milieu, c'est qu'ils se plaisent au quotidien, quoi. Ouais. Et je trouve ça étonnant de pas se projeter au quotidien. Ouais, mais c'est pas très courant, et c'est pour ça que je suis content qu'on en parle et que tu le dises de toi-même, parce que c'est pas si courant.
de se poser la question, est-ce que le quotidien qui consiste à aller au chantier, enfin là en l'occurrence dans ton boulot, aller au chantier, voir mon préparateur physique, faire ci, faire ça, galérer à trouver mon sponsor, galérer à le garder, etc. Et au final, par exemple, pas passer tellement de temps sur l'eau, en tout cas en régate, est-ce que faire ça 7 sur 7 pendant 4 ans, ça me fait kiffer. Et c'est pas si habituel comme résultat. Et en plus, là, pour compléter ça, en ce moment, du coup, j'ai commencé un programme de préparation mentale avec un coach ici à Pornichet. Et je lui parlais justement de la question de la projection. Je lui dis, ben là, cette année, j'ai un projet performant, objectif performance. Là où avant, j'étais plutôt dans la découverte. Finir la mini, c'était déjà super bien. Après, évidemment, c'est une course, hein, donc on y va pour être compétiteur, mais finir, ce sera réussir, quoi. Être au départ, c'est déjà réussir. Mais voilà, et là, je change un peu d'objectif. Mon objectif, c'est pas de finir la route de Rome, c'est de finir bien placé, quoi. Donc, si au premier jour, je déchire ma grand voile, bah, est-ce que je vais la réparer pour repartir et finir dernier? Je suis pas sûr. Je referai celle d'après, pour performer, quoi. Voilà, l'objectif est différent. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu penses que je dois me projeter gagnant? Je parle pas forcément de gagnant première place, mais gagnant vraiment dans le top niveau. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment que je me mette dans ce mood, dans cet état d'esprit, de se dire, ok, j'y vais pour ça? Ou est-ce que c'est une démarche, je sais pas, je bosse fort et puis on verra le résultat, quoi. Et on a vachement échangé. Aboutissement versus processus, quoi. Ouais. Chemin, exactement. Ouais. Et lui, il m'a vraiment dit, en me faisant parler, il me dit, bah, je sais pas, pourquoi t'y vas, qu'est-ce qui t'intéresse, machin. Et au final, il me dit, bah, non, tu vois, moi, je pense qu'il faut que tu te concentres au quotidien, tu fais bien ce que t'as à faire, selon ce que tu penses être bien. On a fait un plan d'action. Là, j'ai vraiment réfléchi en gestionnaire de projet, comment je m'organise pour arriver à un projet performant. Je donne tout, et à la fin, bah, le résultat, il sera ce qu'il sera, quoi. Mais normalement, j'aurais pas de regrets. Sauf si, je me prends un pêcheur au bout de 2 jours, ou je débatte, je sais pas comme, c'est les aléas de la course au large. Disons que c'est, encore une fois, pour expliquer que vraiment je pense que le processus est beaucoup plus intéressant que le résultat. Ouais. Et je pense que, pour revenir au Vendée, un mec qui est super épanoui au quotidien, qui a un projet qui roule, il s'épanouit, etc. Il sait que son objectif c'est le Vendée. Un mec tous les jours, il est content d'aller bosser, etc. Il arrive au Vendée, ben il est détente, quoi. Il s'est fait plaisir pendant 3 ans. Là, il a la cerise sur le gâteau. Eux, ils disent tous que le projet, il est gagné parce qu'ils sont à l'arrivée. Et en plus, en général, du point de vue du sponsor, les retombées sont à 0 au moment du départ. Ça, c'est un projet gagnant, c'est ça, quoi. Ensuite, ils partent, c'est bonus, quoi. Donc évidemment, ils ont vachement d'attentes sur le résultat, mais vu qu'il est bien dans ses bottes et qu'il y a toujours ce truc de partir sans avec une saine pression, quoi. Pas de se dire, oh là là, faut absolument que je finisse, sinon j'ai hypothéqué ma baraque, le bateau, le truc, t'y vas, en fait, tu vas merder, quoi. C'est à peu près sûr. Ouais. Et j'en parlais encore ce matin avec la coach physique du détachement. Et je pense que c'est hyper important pour n'importe quel sportif d'arriver détendu, se dire ok, je sais faire, je joue ma partition. Je pourrais presque faire le parallèle avec un pianiste ou un musicien. Je suis détendu, j'y vais, et là bah tout ce que tu vas tenter, ça va passer, quoi. Ouais. Parce que t'as pas de pression, quoi. Ouais. Ou une pression un peu bonne. Donc c'est pour ça que je mise beaucoup sur le processus plutôt que sur le résultat. Ouais. Après, si on veut gagner, à mon avis, à un moment, faut quand même être un peu hargneux pendant les courses, hein, mais... Ça nous renvoie à ton sponsor, donc, parce que là où ils ont été chauds, c'est qu'ils t'ont quand même dit, ok, 5 mois avant le départ d'une Jacques Vabre. Ouais. Et ils t'ont dit, ok, en fait, on te suit, voilà les sous, à toi de faire le job, mais genre, c'est ça, 4-5 mois avant, ou je sais plus, mais c'est juste avant, quoi. Et... Ouais, exactement. Donc j'ai déjà lancé la construction de ce bateau, je suis dans le process de recherche, etc. Et je rencontre le groupe Interinvest, qui sont en train de chercher un projet de communication. C'est vraiment les planètes alignées. Ils cherchent ce que je vais leur proposer, quoi. Donc ça se passe plutôt bien. Et évidemment, le truc fondamental, il y a un bon échange, quoi. On sent le feeling mutuel. C'est trop cool. Ils ont l'air de penser un peu comme moi le projet. Enfin, moi, je suis très à l'aise avec eux. Je me dis qu'ils ont l'air trop bien, quoi. Et eux, a priori, s'ils m'ont suivi, c'est qu'ils ont dû avoir un bon feeling aussi. Donc on se dit go, on va faire ce projet. Et là, le projet de base, c'est on finit la construction du bateau et on fait la route de Rome. Et moi, je leur dis, je réfléchis un peu, il se passe quelques semaines, et vu l'enthousiasme, je me dis, si vous voulez, on peut même faire la Jacques Vabre. En me disant, de toute façon, il faut que je sois moteur, quoi. Il faut que je pousse. Mais ils accepteront pas.
C'est hyper short, quoi. Ouais, et ils me disent, bah ouais. Enfin, ils me disent, on te redit demain. Et demain, ouais, bah, si tu peux, réfléchis bien à ce que tu penses que c'est jouable, et si tu penses que c'est jouable, on y va. Et là, j'avoue avoir eu quand même un petit coup de stress, mais non, merde, je vais devoir le faire, quoi. Je vais faire une Jacques Vabre, oh là là, une transat dans quelques mois. Ok, bon. Et en même temps, je peux pas m'en priver parce que c'est une expérience dingue. Quand je veux recevoir mon nouveau bateau, j'aurai ça en plus dans les bottes. Et bah, faut absolument y aller. Et j'ai beaucoup de chance. J'avais déjà Will avec qui j'ai fait la Jacques Vabre qui m'avait déjà dit que si j'avais un oui un jour, il viendrait avec moi. Ça t'a accéléré le truc à fond. Et ouais. Et je lui ai dit non seulement tu vas être mon co-skipper sur la Jacques Vabre, mais je te staff dès maintenant pour m'aider à la préparer, quoi. Ouais. Donc il a été top avec moi. Il m'a vachement aidé. Et on a mené ce projet, je pense bien. Mais c'est vrai que c'était une preuve de confiance du groupe et de tous les dirigeants d'Interinvest qui se sont lancés. Ouais. Attends, donc du coup, je voyais sur ta veste de cas, Interinvest, ils font de la gestion, font de la défiscalisation, c'est ça? Ouais, le produit phare, c'est ça. Ouais. C'est du Girardin. C'est de la défiscalisation dans les dom-toms. Et ils ont aussi d'autres solutions d'investissement et de produits financiers. Je suis pas encore expert sur le sujet, je voyais en effet des fiscs, capital investissement, immobilier, enfin plusieurs produits comme ça. Il y a plusieurs branches, plusieurs produits. Et ils ont donc un intérêt à justement un peu rassembler ces différents produits autour d'une marque, commencer à créer un peu une identité en tant que marque. Et eux, pour le coup, ils avaient un intérêt un petit peu dans tous les tiroirs de ce que je leur proposais. Donc il y a un peu d'interne, parce que c'est mine de rien une boîte qui grandit. Un peu d'image parce que ils ont envie de développer un peu leur image auprès de la clientèle, etc. Ils vont vendre des nouveaux produits, donc ils ont besoin d'un peu plus de notoriété. Enfin vraiment, il y avait et puis l'image sur les courses. Enfin, ça et aussi ils bossent aux Antilles et on va tout le temps aux Antilles. Ouais. ça bouge, ça fait le boucle bouclé. Voilà. Donc vraiment, il y avait plein d'intérêts communs. Et là, on est qu'au début, j'espère, d'un super beau projet. La voile, c'est un temps long. Ça se fait pas en 2 jours d'investir tous les clients, les collaborateurs du groupe dans le truc. Il faut qu'ils viennent naviguer. On navigue pas tant de jours que ça par an. Il faut que les conditions soient bonnes. Bref, c'est des projets longs. Et donc, faut aller vite. Yes. Si tu veux pouvoir en tirer profit. Bon, le temps passe super vite. J'avais prévu qu'on puisse discuter un peu de ton quotidien. Non pas ton quotidien en mer avec les poissons volants et les baleines, parce que déjà t'en as un peu parlé. Et en plus, là, il flotte à moitié, ça va me faire déprimer. Mais non, en fait, surtout parce que on a beaucoup parlé de processus et de cheminement plutôt que d'aboutissement. Je trouve que c'est une des choses qui sont très fortes dans ton témoignage. Et donc, le métier à proprement parler, c'est pas seulement compter les baleines, quoi. Et évidemment, régler des voiles et tout, c'est avant tout gérer ta boîte et ton projet. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, tu vois, avec ce prisme-là qu'on va prendre de s'intéresser un peu moins à la course et un peu plus à ton quotidien de gérant de boîte, de projet, d'équipe, etc. Ce quotidien-là, qu'est-ce qui te paraît cool dedans? Qu'est-ce que tu apprécies? Déjà, il y a des aspects qui sont vraiment plaisir. Tu vois, quand le quotidien, c'est d'aller faire du bateau, c'est un truc que j'adore. Hier, on est parti sur l'eau, grand soleil, on était en t-shirt au mois de février, à mettre de la musique, parce que c'était le début des tentes, on part sur l'eau, etc. Là, tu te dis, je suis quand même globalement en train de faire ce que je faisais avant en vacances, quoi. Ouais, tu te dis, comment je peux être payé à faire ça, quoi. Voilà, donc là, t'es dans le pur plaisir. Après, il y a plein d'autres aspects, effectivement. La compta, qui est pas un truc qui me parle tant que ça, mais c'est pas pour moi un pur plaisir, mais il faut le faire. Et après, gérer tous les aspects du projet, c'est assez complet. Moi, j'aime bien, en ce moment, je trouve un truc vraiment intéressant, c'est de définir les objectifs et comment y arriver. Tu vois, les sponsors, ils me disent souvent, qu'est-ce que tu vas faire pour être performant? C'est pas que avoir un super bateau et aller faire des courses, quoi. C'est comment tu te prépares, quoi. N'importe quel coureur, quel qu'il soit, pas forcément en voile, mais n'importe quel sportif, la préparation, elle est primordiale, quoi. Et là, il y a pas, c'est pas du sport fédéral, quoi, où t'es
au club, à la fédération. Donc oui, là on n'est pas encadré. Ouais. C'est super free, c'est toi qui gères ton projet et personne, même s'il y a des gens qui me conseillent, mais en gros faut te dire comment moi je m'investis dans la préparation du bateau, où est-ce que je vais mettre mon temps et comment j'organise le projet. Et ça en ce moment je trouve ça vraiment passionnant. Ok. Et il y a pas mal de techniques. Tu vois, je parlais l'autre jour avec un intervenant qui bosse là sur le bateau, qui me dit je disais justement, j'arrive pas à me dire oh là là. Je connais pas par cœur le système électronique du bateau, j'ai envie de m'investir plus. Mais en même temps, j'ai pas le temps parce que je dois gérer plein d'autres trucs. Il me dit, c'est un peu la théorie des boucles. Tu fais plein de boucles comme ça avec tous les sujets. Et l'objectif, toi, tu vas faire du solitaire. Donc, il faut que tu aies rempli un peu toutes les boucles, à peu près équivalent. Donc, t'as pas le droit d'être nul quelque part. Tu peux pas être excellent partout, mais il faut bosser toutes les boucles, quoi. Donc, il y a prépa mentale, prépa sportive, temps passé sur l'eau, connaissance du bateau, compta du projet, parce que si le projet tourne pas, ça marchera pas. Temps imparti au sponsor, être sûr de la relation sponsor, que ça se passe bien, etc. Parce que c'est le nerf c'est condition sine qua non, quoi. Voilà. Ouais. Temps perso, parce qu'il faut du temps pour la famille, etc. Enfin bref, tout ça, c'est les boucles. Et donc, tu fais des allers-retours, pas forcément, en moment, c'est un peu des allers-retours dans tous les sens. Okay. Mais, structurer mon projet, c'est ce qui me plaît le plus en ce moment, je crois. Et tu vois, de me dire, une fois que je serai à Saint-Malo au départ de la route de Rome, est-ce qu'on a été bon, quoi? Comment j'arrive, dans quelles conditions, qu'est-ce que j'aurais dû faire en plus? Et là, mine de rien, j'ai une chance folle parce que les sponsors, ils me permettent d'avoir des moyens, que je pense être bien dimensionnés. C'est moi qui les ai dimensionnés, je leur ai dit, je pense qu'avec tant de budget par an, on arrive à faire un projet performant. Et du coup, maintenant, à moi d'allouer ce budget. Donc là, j'ai déjà engagé, Vincent, qui bosse avec moi à plein temps. Donc c'est déjà une case en plus, mine de rien, il y a un peu de management. On bosse à deux, etc. Tu t'es rajouté une boucle là. Ouais. Il y a Kevin qui bosse sur la performance, donc il vient faire des entraînements avec nous. On s'est inscrit au pôle d'entraînement à la Trinité. Il y a quand même des choix assez importants. J'ai commencé à bosser avec un coach mental. C'est aussi une ligne dans le budget, une ligne énorme en temps. Enfin, il faut pouvoir y consacrer du temps. Donc ça, c'est vraiment le projet, comment tu le gères. Ok. Je trouve vraiment passionnant. Et après, j'avoue que ça m'habite, quoi. Je suis toujours en train de penser le soir. Parce que en ce moment, je suis beaucoup dans. Il faudrait que je me détache du bateau, parce que Vincent, c'est son rôle de le préparer. Donc je me détache du bateau, j'y vais un peu moins, mais je me prépare moi, quoi. Ouais. Pour performer. Ok. Donc je fais beaucoup de sport, beaucoup de prépa mentale, de la relaxation. J'arrive, je sais que Vincent il aura préparé le bateau. J'ai beaucoup de mal à le faire, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un objet, un fichier, un truc qui symbolise bien un peu ton quotidien day to day je vais pas dire de ce job, tu vois, mais de cette vie de skipper pro? Un objet, en ce moment c'est ma voiture malheureusement. Ouais, des allers-retours à la ville. beaucoup de temps en voiture parce que le bateau était à la Trinité et qu'on vit à Pornichet. Sinon, je dirais que c'est le Trello. Ouais, gestion de projet. Ouais, bien sûr. Gestion de projet. Le Trello, là on a mis en place un drive avec un document Google, quoi, avec toutes les infos du bateau qu'on met à jour. Je trouve ça hyper intéressant, ça, parce que du coup c'est moi qui le crée. Je fais une page intro où je dis bon les gars, parce que du coup on est partagé avec du coup la Vincent et Kevin, qui sont les différents intervenants en ce moment. Donc les gars, ce document il sert à ça, on va gérer le bateau comme ça. Merci de pas écraser les versions d'avant, mais d'en rajouter une, etc. Mine de rien, c'est un truc. Donc ça c'est mes outils. Tu passes ta vie, t'es 30 fois par jour sur ton Trello à cocher les cases et exactement. Ouais. Donc et c'est ce qui fait que tu sais que le bateau a été réglé, que tu sais que ce truc-là a été fait. Pour des gens qui nous écoutent, il y a un bouquin que tu auras envie de leur recommander, quel qu'il soit. Vachement dur. Pas obligé, hein. Non, moi j'en lis énormément. Et après on va dire que je suis un peu toqué du milieu, mais je lis énormément de récits de marins. Ok. Qui sont pas toujours de la grande littérature, hein. C'est souvent écrit par un écrivain qui t'écoute et qui écrit pour toi. Il y en a un qui me parle plus que d'autres. J'avais lu un truc de Catherine Chabot, je crois bien, qui a fait une route de Rome sur le cigare rouge, qui est un vieux monocoque, sur
quel VDH avait gagné le Vendée Globe, je crois, ou fait le tour du monde à l'envers. Enfin, c'est un bateau de légende un peu. D'accord, ouais. Et elle raconte un peu sa route de Rome sur ce bateau en disant le plus important dans tous ces projets, c'est la hargne et l'envie. Et de toute façon, ça va être dur. Tu vas avoir plein de problèmes techniques. Tu vas péter le mât 3 mois avant le départ parce que il sera tombé du cargo. J'en sais rien. Enfin, t'as toujours des convenus techniques et même perso. Enfin, voilà. Et donc, elle avait vachement insisté là-dessus dans ce bouquin. J'avais trouvé ça assez fondateur pour moi de me dire, ok, ça va pas se passer comme prévu, jamais. Mais je l'accepte ça, quoi. Mais j'accepte. Et bah, c'est aussi ce qui est intéressant, hein, je trouve. Mais c'est vrai que parfois c'est dur et il faut avoir envie. Et quand tu te dis que elle a quand même une grande carrière derrière, bah eux ils sont comme moi, quoi. Ouais. Pour eux aussi c'est dur. Et le truc premier c'est l'envie. Je trouve que c'est un bon point de départ. Ouais. Bah, tu fais une bonne transition. J'allais te demander, il y a toujours des aspects moins cool dans tous les métiers, toutes les activités. Et un truc que tu kiffes, mais vraiment pas, et qui risque de durer un bon bout de temps, qui est vraiment inhérent à ce boulot. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Ah, c'est une bonne question parce que je vois pas trop franchement le point négatif pour l'instant. Bah, je dirais que le truc que je trouve dur, c'est les privations. Forcément, parce que évidemment qu'on fait des sacrifices pour passer autant de temps en mer. Et je suis quelqu'un qui est assez proche de ses amis. Et malheureusement, je dois m'en couper assez souvent. Ouais. Donc je rate des mariages, des anniversaires, des fêtes. Donc forcément, ça éloigne un peu. Et ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, mais j'ai pas le choix. Je peux pas rater une course qualificative pour la Route de Rome même pour un mariage, alors que c'est quand même des trucs que tu fais qu'une fois dans ta vie. Donc ouais, je pense que le sacrifice le plus dur, c'est celui-là. Au-delà, les amis et évidemment la famille. Hein. Ouais. La famille, j'essaye de pas trop faire de sacrifices, ou en tout cas m'organiser pour que ce soit compensé, quoi. Mais les amis, malheureusement, bah, ils font pas en fonction de moi pour quelle est les dates de leurs événements. Donc, bien sûr. Donc ouais, je pense que ça c'est vraiment le plus dur. Et j'essaye au micro de trouver sa voix, de faire tomber un peu les tabous, notamment sur les sous, les finances et tout, parce que évidemment quand on veut changer de voie, on se pose tous comme première question, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Alors sens-toi libre là-dessus, mais aujourd'hui la réalité économique de ce que tu peux te verser, ça ressemble à quoi à peu près, et est-ce que tu arrives à peu près à vivre de la ligne que tu t'es fixée avec ton sponsor en fait? Oui. Ouais. Oui, j'arrive à vivre de ça. Enfin, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais disons t'as pas de chômage, t'as pas d'aide à droite à gauche, quoi. Là, j'ai vraiment rien. Je vis du projet. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas la partie sur laquelle je suis plus à cheval, la compta, etc. Enfin, en tout cas, me payer moi. J'essaie de payer tout le monde avant moi. Mais globalement, dans ce projet, je me suis fixé de payer tout le monde, y compris moi, au début. Donc, pas de projet si on peut pas payer l'équipe, quoi. Non, ça c'est sûr. Et même de façon pratique, dès que je reçois les sous, je les envoie aux intervenants. Okay. Par exemple, Vincent, je le paye 2 fois par an. C'est dit tous les 6 mois, je te donne la moitié. Ça lui va bien comme ça. Bref. Et du coup, au début, je reçois les sous, je verse aux intervenants. Et ensuite, ben, je gérerai les sous au jour le jour, quoi. Mais je veux vraiment que cette, bah, de toute façon, Vincent, vu que je veux qu'il bosse avec moi, qu'il continue de bosser avec moi, si je le paye pas, bien sûr. Ça va pas durer. Bien sûr. Non, la question est plus sur toi, parce que t'as la partie gestion de boîte de ta team et tout. Ouais. Ça, c'est du management et tout. Mais t'as plus la partie, ma question, c'est, t'étais archi, tu commençais à avoir un peu de bouteille. Donc, je sais pas, tu pouvais commencer à prétendre à des salaires, pas trop dégueux, j'imagine. Et est-ce qu'il y a un gap? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce qu'il y a pas de gap, tu vois? Bah, malheureusement, j'étais effectivement archi, mais pas beaucoup de bouteilles déjà. Et en plus, j'étais pas à 100% encore une fois. Ouais, ok. Parce que j'y passais pas assez de temps et donc je me payais quand même pas hyper bien. Ok, donc t'as pas eu des goûts de luxe auxquels t'as dû renoncer. Non, t'as eu cette même mode de vie, quoi. Très franchement, j'ai un bol monstre parce que c'est presque le contraire qui se passe, quoi. Ok, mais ça arrive, hein. Tu serais pas le premier à dire ça. Hein. Mais après, il y a un truc qu'il faut voir aussi, c'est que j'ai cherché ce sponsor pendant 2 ans. 2 ans où je consacrais beaucoup de temps à la recherche de sponsors. Et je me payais avec mon boulot d'archi. Que je pouvais pas faire à plein temps. Ouais. Il y a un gros sacrifice. Ok. Qu'aujourd'hui, je comble avec, j'ai un contrat de 3 ans. Bah, c'est le CDD le plus long que j'ai jamais eu. Ouais. Donc là, je sais que j'ai un salaire, fixe pendant 3 ans.
Et je pense qu'il est un peu supérieur. C'est difficile de savoir combien il a gagné avant, parce qu'en tant qu'archi, c'était toujours très fluctuant. Mais t'as pas trop de gap, au contraire, quoi. Non, je pense qu'il est plutôt du positif. Et en tout cas, la Ok. stabilité, ça apporte, Ouais. franchement, du plus, parce que du coup, je peux gérer mieux mon budget, même perso, famille, plus facilement qu'avant. Mais clairement, là, j'ai plus de sécurité. Je suis plus à l'aise financièrement, je pense. Après, dans 3 ans, si Ouais. le lendemain ils me disent qu'ils arrêtent, là, je suis un peu le bec dans l'eau quand Dans même. 2 ans et demi, tu vas commencer à transpirer un petit peu. Ouais. Après, on s'est dit Et qu'on c'est la essaierait ligne, de... ouais. Ils m'ont dit qu'ils me préviendraient, quoi. Et puis après, on verra si je cherche d'autres, si idéalement, j'aimerais écrire une longue histoire avec eux, mais c'est sûr que pour tous les marins, quand le sponsor, ou tous les sportifs, quand le sponsor arrête, c'est forcément un peu dur. Si t'étais épanoui, t'as envie d'en trouver un autre, bon, t'as un peu rien. Après, je suis toujours archi, mais relancer la clientèle, relancer les process, me relancer dans le boulot, des contacts avec les entreprises, etc. Pas évident, quoi. Donc aujourd'hui, au jour le jour, là, je suis au début du projet en plus, donc j'ai loin à voir devant moi, je suis à l'aise. Et je suis plutôt mieux payé qu'en archi. Je précise quand même que j'ai beaucoup de chance et que c'est le cas d'assez peu de marins. Ouais. Il y a les stars qui gagnent, je pense, bien leur vie. Il y a encore rien à voir par rapport au monde du sport en général. Ça reste des salaires hyper raisonnables. Mais la réalité des marins, c'est que quand même, souvent, une année sur deux, c'est dur. Que il y en a beaucoup qui acceptent des petits boulots, des piges dans des teams à droite à gauche, des convoyages, des trucs un peu durs pour réussir à être au départ des courses, quoi. Donc moi je m'estime vraiment être très privilégié. Mais sachant que toi, c'était une condition sine qua non du fait d'y aller. Ouais. Donc, Oui. tu l'as construit comme ça, ton projet. Ouais. On en a vu vendre leur maison Ouais. pour être au départ d'une course. Moi je fais ça. Mais c'est pas tu t'inscris pas là-dedans. Je divorce. Ouais, c'est ça. Yes. Donc non. On arrive à la fin, encore une ou deux questions, si t'as encore un petit peu de temps Ouais, bien sûr. à me consacrer, c'est moi qui vais être à la bourre, tant pis pour moi. Je voulais te demander, qu'est-ce qui est différent de ce que tu imaginais quand, je sais pas, peut-être à la fin de cette première croisière, de cette croisière-là, tu t'es dit, tiens, je deviendrai peut-être pro un jour, ou le jour où t'as décidé d'être pro. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de la projection que t'avais pu faire, même si j'ai bien compris que t'as pas projeté grand-chose? Qu'est-ce qui est différent je sais pas trop, franchement. J'ai pas trop de réponses. Yes. Next. J'ai pas trop de réponses Non, parce ouais. que je m'étais pas beaucoup projeté, quoi. Donc je dirais que ce que je trouve un peu dur et ce que j'imaginais pas trop, c'est que vraiment je cours après le temps. Et que pourtant j'ai du temps, hein, je suis à plein temps dessus, je bosse pas mal. Mais quand même, on n'arrive pas à atteindre les objectifs parce que, je me fixe toujours des objectifs un petit peu plus hauts, hein, évidemment. J'aimerais pouvoir passer plus de temps à faire plein de choses. Ok. Et ça, je m'étais un peu dit effectivement si jamais j'ai la chance un jour d'être pro avec un sponsor titre, ce qui est un peu le Graal, qui me suit, etc. Je serais super à l'aise, je prendrais des vacances, tu vois, je serais un peu détente. Sauf que je me rends compte que, ouais, effectivement, le truc un peu différent que j'avais pas vu, je pense, c'est l'aspect performance. Comme je vise un bon niveau de performance, en fait, tu peux toujours faire plus. Et ça, c'est pas facile à gérer, puisqu'il y a pas de frontière, pas de limite. C'est un petit peu envie le dimanche, il y a un petit temps mou, là, je vais aller bosser un peu. Ouais. Alors que, il faut pas, si tu veux que ça soit... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Pas trop, je crois, hein. Pas trop, franchement, pour l'instant, j'ai vraiment atteint des objectifs que je m'étais même pas fixé, quoi. Donc, des petites choses, des petits détails de communication. Tiens, j'aurais dû appeler avant pour essayer de partager. Il y a un truc, je pense, qui est à la fois positif et négatif, c'est que je suis beaucoup dans l'étape d'après. Dès qu'il se passe quelque chose, je me dis cool. What's next, quoi. Toujours. Et tu vois, quand les investisseurs ont signé la construction du bateau, on valide, quoi, en gros, le jour J, on signe sur la table et tout. Et moi, dans ma tête, tout de suite, c'est une étape incroyable de franchie. J'ai un bol monstre, mais je me sens redevable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe bien, quoi. Et donc, en fait, je suis tout de suite en mode, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ils m'ont regardé les deux en me disant, cache ta joie, quoi. On vient de te payer un bateau, célèbre un peu, quoi. Et toi, tu commences à stresser? Et moi, j'étais déjà donc faut qu'on trouve le mec qui fait l'électronique, les voiles, etc. Ok. Ils étaient un peu surpris de me dire, Tu leur as dit merci quand même. Ouais, voilà, c'est ça.
N'hésite pas à nous remercier quand même. Ok. Et c'est vrai que ça, et tu vois, au début, j'étais tellement à fond que j'oubliais un peu de leur donner des news. Ils m'ont dit, bah attends, c'est avec nous le projet quand même. Et ça, c'est sûr, il y a des choses, il faudrait un petit peu plus de hauteur de vue, de se dire, oublie pas de partager plus ce que tu fais, parce que tu passes beaucoup de temps à le faire. C'est dommage de pas le partager, quoi. Ouais, tu vois, ça me donne envie de faire peut-être un dernier parallèle pour venir spoiler tout ce que tu nous partages et rajouter ma petite sauce. Mais tu vois, souvent dans une recherche de taf ou de reconversion, ça passe beaucoup par la rencontre et on se fait beaucoup aider en chemin par t'as des gens qui sont un peu des milestones, quoi. Ils nous aident à avancer. Et il y a un drôle de phénomène, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le truc, une fois qu'on a embrayé, on est aspiré par la suite. Et souvent, je trouve qu'on oublie de faire la machine arrière, regarder dans le rétro et dire, attends, cette personne, je l'ai rencontrée grâce à telle personne qui m'avait présenté telle personne, et de faire la démarche, d'envoyer un petit mail pour dire, écoute, il y a 1 an et demi, tu m'as dit ça et ça m'a aidé, on le fait jamais. Et c'est hyper apprécié pour les gens qui l'ont fait. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Et c'est super important, et c'est vrai que, toi, je m'étais fixé au début des objectifs en disant, on va mettre beaucoup d'énergie dans ce projet, il faut absolument faire vivre, une cause. J'avais absolument envie de faire naviguer des enfants, maintenant je suis assez concerné vu que j'en ai, c'est un peu simple. Mais des enfants malades, aller leur raconter et tout. Et là, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas encore fait grand chose parce que j'ai du mal à trouver du temps. Ouais. Donc, je pense qu'un truc que je ferais différemment, c'est vraiment arriver à s'obliger. Tu vois, en ce moment, je prends une journée par semaine pour gérer les à côté du bateau, la compta, le sport, etc. C'est peut-être pas assez. Je sais pas, ça c'est, et je voudrais vraiment, bon, on a la chance parce que Interinvest a un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation Interinvest Solidarité Outre-mer. Ouais. Dès qu'on va là-bas, on fait naviguer des enfants. Donc j'ai quand même un peu fait naviguer des enfants. On a un projet autour de ça, mais au quotidien, j'aimerais bien passer un peu plus de temps autour de ça et à partager. Et après, je trouve que enregistrer un podcast comme ça, je raconte. Et c'est super important de raconter parce que les gens à qui t'as posé 1000 questions au début, à qui t'as fait lire ta plaquette et tout, quand ils écoutent ça, ils sont contents que tu partages un peu, quoi. Ça donne des news. Ouais. Et les réseaux sociaux, je le fais aussi beaucoup pour ça. En fait, mes potes, ils me suivent sur les réseaux sociaux pas mal. On a des groupes WhatsApp, on a plein de moyens de com, mais on le fait pour nous, mais c'est dommage de pas le raconter, quoi. Ouais. Une petite question pour la fin. Alors, je sais pas si je te l'avais dit, mais à chaque épisode, on termine avec un défi pour les auditeurs qui se retrouverait un peu dans ta situation, du genre, tiens, je ferais bien une mini, ou j'envisage de rejoindre le milieu de la course au large. Foncez. Donc j'ai entendu ton conseil que t'assumes pas du tout d'ailleurs, de dire non, mais vérifiez que vous êtes passionné, le truc viendra tout seul. Et après j'ai dit, oh putain, comment j'ai pu dire ça et tout. Donc ça, on l'a entendu. Quel défi concret tu peux donner à quelqu'un qui a envie de se mettre dans ton sillage, qui peut lui permettre de se lever de son canapé et demain d'avoir fait un truc concret? J'ai oublié de te prévenir que je te poserais cette question. Non, mais c'est bien, comme ça je réfléchis en live. Au début j'allais dire achète un bateau, mais c'est quand même un peu engageant. Mais pour moi le truc fondateur, et c'est pour ça que je l'ai écrit dans ce fameux carnet, je suis un mec qui écrit plein de choses dans les petits carnets et je les garde. Du coup j'aime bien, après ça c'est un peu mon rétro, tu vois. C'est je trouve, envoie ce mail à la personne, à quelqu'un. Il y a un truc souvent quand on a parlé à tout le monde, trop tard, faut le faire, quoi. Une fois que t'as dit à tout le monde que ça t'engage, ça t'engage, bien sûr. Voilà, maintenant t'es un peu obligé de le faire. Donc je trouve que le premier truc c'est en parler autour de soi. Et le défi c'est prends ton téléphone et envoie un mail au gars qui fait ce que t'as envie de faire en lui demandant viens, on va boire un café et raconte-moi. Je pense que on a, toi et moi, un peu cette façon de faire, donc ça a l'air de fonctionner, même si c'est pas habituel et pas très confortable au début. J'ai l'impression que ça se muscle, tout ça, quoi. Ouais. Et puis après cet échange-là, je pense vraiment ou bien dis à tout le monde ce que t'as envie de faire, quoi. Donc tu fais une vidéo Insta et où t'expliques, tu fais ton coming out et après tu vis avec ça, quoi. Tu dis à Ali, je vais l'année prochaine, je fais l'Everest. Allez, on va en retenir qu'un seul. On veut partir sur le premier, de dire si vous écoutez et que vous êtes sentez inspiré par ce que Mathieu nous a partagé pendant quasiment 1h30 au final. C'est ça. C'est tu prends ton téléphone, tu vas sur Facebook, tu repères ou sur LinkedIn, tu repères quelqu'un qui est dans le milieu, qui fait un truc qui te plaît, et puis tu oses lui envoyer ce foutu message de est-ce qu'on peut prendre un café, quoi.
Ouais, mais se rencontrer, quoi, c'est ça le truc, ouais. Bon. T'es prêt à recevoir des dizaines de gens qui t'appellent? Tu disais que t'avais pas beaucoup de temps. Non, mais je le fais quand même toujours, j'en prends toujours. Yes. Bon, bah écoute, merci beaucoup Mathieu, c'était super intéressant. Merci, bon, ouais, je trouve un exercice passionnant, franchement. Ouais. Pour le coup. Ouais. Là, je sais que t'écoutes beaucoup de podcasts. Ouais. Merci d'avoir pris le temps. Plein de bonnes choses pour la route du Rhum que tu prépares. Peut-être le Vendée un jour. Ce serait intéressant de faire un débrief. Yes. On garde contact en tout cas et à la prochaine. Merci beaucoup. À plus.